Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Vous suivez Entre deux news. Ce soir, élection inclusive en Côte d'Ivoire. Lever les obstacles juridiques pour préserver l'ordre républicain. C'est la première question qu'on se pose et c'est le sujet de la première partie de cette émission. Et puis, dans la seconde partie, GPS, Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro, en phase avec Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo. Voit-on à travers une note publiée sur les réseaux sociaux par l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro. Et pour en parler ce soir, 4 consultants, Dr Daouda Ouattara, analyste politique. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Cédric. Et à vos côtés, Michel Beta, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Beta. Bonsoir, Cédric. Et deux autres encore, Arsène Anouma, analyste politique. Bonsoir, Arsène Anouma. Bonsoir, Cédric. Et enfin, Cédric Koné, juriste. Bonsoir, Cédric Koné. Bonsoir, Cédric. Alors, je suis content de vous retrouver ce soir. Un plaisir partagé, une voix partagée. Merci. Alors, place au premier sujet de cette émission, élection inclusive en Côte d'Ivoire. Faut-il lever les obstacles juridiques ou préserver l'ordre républicain, bien sûr. Nous en parlerons avec nos consultants. Première question, la justice est-elle devenue l'arme du pouvoir pour choisir ses adversaires électoraux? C'est une grosse interrogation que se posent beaucoup d'Ivoiriens. Cédric Koné, question. Alors, votre question, elle est intéressante, Sidic, parce que quand vous me la posez, je pense tout de suite à ce que l'ex-président américain disait au Ghana. De mémoire, en 2008, Obama a dit que l'Afrique n'avait pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Voilà. Pour garantir des élections qui sont inclusives et pour préserver l'ordre républicain, il faut une meilleure représentation des femmes, conformément aux quotas légaux. Il faut respecter la hiérarchie des normes, donc la Constitution qui prévoit des procédures précises pour les publications des listes électorales, l'inscription sur les listes électorales, une révision consensuelle et transparente de la liste électorale et simplement l'état de droit. C'est un État qui respecte les règles qu'il se donne librement. Voici des conditions clés pour que nous puissions sauvegarder l'ordre républicain et que les élections ne soient plus un sujet d'angoisse pour les populations. Et d'aucuns disent que c'est le cas en Côte d'Ivoire, que les questions de droit sont respectées pour certaines personnalités, mais vues autrement par d'autres militants de leurs partis politiques. Toutes les décisions, toutes les situations ont des interprétations à géométrie variable. Mais il faut que le fond qui nous réunit sur des questions d'intérêt national ne soit pas soumis à des changements au gré des humeurs et des postures des uns et des autres. Il y a des fonds, il y a de la logique, il y a au-delà de tout ça la Côte d'Ivoire qui doit être dans le viseur de nos intérêts nationaux lorsque nous prenons des décisions. C'est ce qui est important. Le juge, quand il rend une décision, il rend la décision au nom du peuple. Bien. Docteur Daouda Ouattara, peut-on encore parler d'état de droit quand des figures politiques majeures sont systématiquement écartées par des procédures judiciaires? Bien. C'est une très belle question. Il faut dire que aucune élection au monde ne peut se faire sans être encadrée. Alors, pour qu'une élection ait lieu, ou bien pour qu'une élection présidentielle puisse se tenir dans un pays, ces élections-là, ou bien cette élection est encadrée par des lois. Et ces lois-là, il se trouve que ces lois soient souvent contre les intérêts de certains individus ou certains candidats. Pas de façon expresse, mais de façon naturelle. Figurez-vous qu'en Côte d'Ivoire, le code électoral stipule qu'il faut avoir minimum 35 ans pour être candidat. Alors, je prends l'exemple du jeune Dabobo qui était candidat, le candidat de ce côté. Qu'on appelait candidat, Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi. Il a 32 ans. Mais il n'a pas encore l'âge. Non. Vous me laissez, j'en viens. Il a 32 ans. Alors, à 32 ans, l'âge minimum, c'est 35 ans. Vous voyez? Mais il n'a pas crié sur tous les toits que cette loi-là a été prise pour que lui il soit éliminé. Mais il parle de discrimination. Voilà, c'est une discrimination. Vous voyez, quand on dit élection inclusive, en principe, tous ceux qui veulent être candidats, on doit laisser tout le monde être candidat. Tous ceux qui ont des vérités de candidature, on doit les laisser. Deuxième élément, il y a une caution de 50 millions à payer. Alors, sachant que la majorité de la population est pauvre. Alors, où sortir ces 50 millions pour être candidat?
En plus de cela, il y a des lois sur le code électoral, il y a beaucoup de lois qui encadrent ce processus-là. Juste pour dire qu'aucune élection au monde n'est inclusive. Parce que les lois qui sont prises, ou bien les lois qui encadrent cette élection-là, vont toujours écarter un ou plusieurs individus. Il faudra aussi éviter d'exclure naturellement certains candidats. Effectivement, mais on ne peut pas exclure expressement un candidat. Sauf peut-être que dans un cas de dictature extrême, on ne peut pas exclure un candidat. Je prends l'exemple du candidat, du président Tidjane Thiam, qui a été exclu par l'article 48 du Code électoral. Cet article a été pris depuis 1961. Vous voyez. Et aujourd'hui, cet article-là élimine M. Tidjane Thiam. Mais voilà qu'il crie sur tous les toits que cet article-là est un article. En même temps, le même code électoral parle d'une révision annuelle de la liste électorale. Et s'il y a révision annuelle, Tidjane Thiam peut être candidat. Donc il y a exclusion pour l'instant. Donc il y a exclusion pour l'instant à cause de la loi qui a été prise en 61. Vous voyez. Donc de 61, c'est en 2025 que cette loi-là s'applique à lui. Donc vous voyez que, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit ce qu'on fera, il n'y aura pas d'élections inclusives, comme on le dit. Parce qu'il y a des lois qui encadrent ces élections-là. Et à partir du moment où il y a des lois, il faut les respecter. Et quand cette loi-là t'exclut, il faut être assez républicain pour l'accepter. Parce que si on parle de compromission en compromission, on ne va pas respecter les lois qu'on s'est données. Or, comme le dit Jean-Jacques Rousseau, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Et je vais encore plus loin. Alors, vous avez 30 secondes pour terminer. Qu'est-ce qui différencie la société moderne de la société primitive? Ce sont les lois qu'on s'est données. Et c'est le respect scrupuleux de ces lois-là qui nous différencient. Mais pour certains citoyens, ces lois sont prises sur mesure, taillées sur mesure. Taillées sur mesure, ça dépend du prisme sous lequel on conçoit la chose au fait. Voilà, ça dépend du prisme sous lequel on conçoit cette question. Voilà. Bien. Alors, Michel Betta, Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et Tidjane Thiam sont inéligibles. En quoi leur exclusion électorale entache-t-elle la crédibilité du scrutin à venir? Vous savez, s'il y a des règles déjà établies de manière judiciaire. Oui, en fait, il faut d'abord contextualiser tout. Il ne faut pas se donner l'impression qu'on est attaché aux lois alors qu'en vérité, ce n'est pas la loi qui s'applique. Ce n'est pas la loi, c'est le bâton. Voyez-vous, quand on veut parler de la loi, moi je me réfère au ministre de la Justice. Vous savez, quand un ministre vient devant les députés, il s'en réfère d'abord au Conseil constitutionnel parce qu'il vient défendre la loi. Donc il s'assure de ce qu'il vient dire est constitutionnel. Il prend la Constitution de 2016. Il va devant les députés pour leur dire cette Constitution-là ne permet pas à l'Assemblée nationale d'être candidat en 2020. Et qu'en 2020, par une alchimie, on va être candidat. Et qu'est-ce qui vous dit que le ministre a consulté le Conseil constitutionnel? Non, c'est comme ça. S'il n'a pas fait, c'est que ce n'est pas un ministre. Parce que ses propos peuvent engager le ministre et non l'institution. J'en viens. Vous savez, il y a des règles de fonctionnement d'un État. Tu ne vas pas venir ministre de la Justice, tu dois défendre des lois, tu ne prends pas l'avis du Conseil constitutionnel. Mais tu n'es pas ministre. C'est qu'il ne mérite même pas d'être à son poste. S'il n'a pas fait. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que quand on arrive à cela, ça veut dire qu'on jette un discrédit sur les institutions. Et les Ivoiriens sont dans un état aujourd'hui où ils doutent des verdicts de leurs institutions. Et quand on est dans un contexte pareil, on s'en réfère aussi au contexte ivoirien dans lequel nous sommes. Le contexte ivoirien a été un contexte dans lequel nous avons essayé tant que bien que mal. Parce que nous sommes dans une phase de réconciliation, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans une phase de réconciliation, tout le monde l'admet. On a mis en son temps les institutions pour mener la réconciliation. Donc nous sommes dans une phase de réconciliation. Quand on est dans une phase pareille, il y a des mesures qu'on prend pour atténuer les effets de destruction au plan national. Vous savez, on ne construit pas une démocratie en excluant des voix, pas des personnes. Parce qu'on a tendance à réduire l'exclusion qui est qu'on évoque là, à des personnes. Mais ce n'est pas des personnes. Laurent Gbagbo, c'est au moins 1 million d'électeurs en 2010. N'oubliez pas plus que ça. Donc, quand vous avez exclu un candidat pareil, ne vous dites pas que c'est lui, vous avez exclu, ce sont des voix. Quand on veut construire une démocratie, on inclut des voix. Pour que le choix soit, pour beaucoup d'Ivoiriens, possible, parce qu'ils se reconnaissent en ces individus-là. C'est pourquoi, dans nos contextes ivoiriens, je veux dire, il ne faut pas faire le fétichisme des lois. Parce que si on le fait,
c'est un discours suranné. On l'a déjà vécu. Hein. Il y a des magistrats, des ministres qui sont passés à la télévision pour dire, pour un simple papier, on ne peut pas le produire, et puis on veut brûler la République. Mais ça nous a envoyé où? Ça nous a envoyé où? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays aujourd'hui? Moi, c'est la question que je me pose souvent. Quand vous ne les voyez pas, je dis, mais qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? C'est la plus importante. On veut que des voix, des personnes ne participent pas aux élections. On veut que des personnes ne croient pas au processus électoral. C'est ça que nous voulons pour notre pays? Et ne participent pas, réduire le taux d'électeurs, c'est ça que nous voulons? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas pour quelqu'un qui est amoureux de son pays, qui veut que la Côte d'Ivoire fasse de la maturité démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons réviser notre posture, je veux dire, notre posture de l'approche des lois. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'exécution des lois, ceux qui sont exclus viennent de l'opposition. Tous ceux qui sont exclus viennent de l'opposition. Est-ce que vous pensez que c'est là appliquer la loi? Quand on observe avec notre bon sens quand même, quand tous ceux qui sont exclus viennent de l'opposition, alors que nous savons, de vous à moi, que quand on parle d'impairs dans ce pays, ils ne viennent pas seulement de ceux qui ne sont pas au pouvoir. Il y a des personnes du pouvoir qui ont commis des impairs. Mais pourquoi ceux-là ne sont pas inquiétés par la justice? Pourquoi? Bien, merci non, Michel. Répondez-moi. Non, c'est pas à moi de répondre aux questions. Moi, je pose des questions sur ce plateau. Je veux dire qu'en fait, quand on arrive à... C'est à vous de répondre. Expliquez-nous, dites-nous pourquoi. C'est ça, non, c'est ça. Il est sonné par... Oui, je veux dire qu'on en est arrivé à un niveau où on a fermé par la justice, on a fermé les voies démocratiques. Le processus ne rassure plus. Donc, quand on en arrive à là, cherchons un consensus. Bien. Et j'en appelle à ce. Alors, Arsène Anoma, les décisions de justice, qu'elles soient nationales comme internationales, sont généralement pas acceptées par nos politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. On prend le cas le plus récent, il s'agit bien sûr du rejet de la saisie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. On sait qu'auparavant, cette Cour avait été saisie par ces deux personnalités et la Cour avait ordonné de réinscrire Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sur la liste électorale, mais de manière provisoire. La Côte d'Ivoire avait, selon ce qu'on aurait eu comme information, aurait quitté, je dis bien aurait quitté cette Cour africaine. Et aujourd'hui, une décision tombe et puis on voit l'opposition également qui n'est pas d'accord avec cette décision. Pouvoir comme opposition, on a du mal à accepter les décisions de justice. Non, mais pour moi, ça dénote du fait que... De l'immaturité de la classe politique ivoirienne? Non, de la roublardise, en fait, et puis du jeu dans lequel nos politiques sont. En fait, toujours, quand une décision de justice est en faveur d'un tel, on salue l'indépendance de la justice. On acclame cette justice. Quand une décision de justice est contre cette même personne, elle crie au loup, elle crie à l'instrumentalisation de la justice. On se souvient qu'il y a eu dans la longue litanie de décisions de justice, par exemple contre le président engageant le président du PDCI face à la justice ivoirienne, il y a eu des décisions de justice en sa faveur ou en la faveur de son parti qui ont été saluées par lui-même et les militaires, les cadres de son parti. Mais lorsqu'il arrive qu'il y a des décisions de justice qui sont contre lui, on crie au loup. Et c'est dans ce cercle infernal-là, dans cette quadrature du cercle que nous sommes. Si on ramène cela à l'inclusivité de nos élections en Côte d'Ivoire ou en Afrique, et généralement dans le monde, comme l'a dit le docteur Ouattara, aucune élection dans le monde n'est inclusive. Aucune élection. On a un exemple. Mais il faudra la rendre la plus inclusive possible. Oui, mais elle est inclusive par rapport aux lois que nous nous sommes données. Et le respect des lois, c'est la première norme de la démocratie. On a un exemple patent, par exemple, d'une vieille démocratie en France. Voilà Marine Le Pen, qui est donnée gagnante par tous les instituts de sondage en France, qui, du fait d'une décision de justice, est exclue de la prochaine présidentielle et qui elle-même est en passe d'adouber son dauphin pour la remplacer à cette élection présidentielle-là. Mais le Front National ne va pas Elle a donc confiance à sa justice. Mais elle a confiance en sa justice et c'est ce que nous demandons. Ce qui n'est pas le cas pour certains politiques ivoiriens. Ici, c'est ça justement. Lorsque généralement les gens sont au pouvoir ou bien lorsqu'une décision de justice les arrange, on dit que la justice est aux normes. Mais quand ça ne les arrange pas, on dit qu'elle est instrumentalisée. Et là, c'est pas juste. C'est pas juste.
Nous nous sommes fixés des lois, librement des lois. Respectons ces lois, appliquons ces lois et sortons des compromis, des compromissions politiques qui finalement sont des cul-de-sac dans lesquels on s'engouffre et on ne trouve pas de solution. Est-ce que vous trouvez nécessaire de réformer le code électoral pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, surtout des grands partis politiques qui sont exclus, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Tidjane Thiam et bien d'autres personnalités politiques? Mais quand vous parlez de réformer le code électoral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... on voit certains visés par l'article... Ça veut dire que réformer le code de fait, de sorte à permettre à ceux qui ne pourront pas compétir de situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, au nom de la paix, de la réconciliation et de l'inclusivité en Côte d'Ivoire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Cette histoire d'inclusivité, de la non-inclusivité de l'élection présidentielle à venir en Côte d'Ivoire, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il faut qu'on en sorte de là en reconnaissant une fois pour toutes qu'aucune élection n'est inclusive. Une élection, il y a toujours des règles. Le candidat qui ne répond pas à ces règles-là est frappé par ces règles-là et il ne peut pas compétir. Tout à l'heure, mon frère Michel Guetta parlait, par exemple, du ministre de la Justice qui aurait dit devant les députés que la Constitution, la nouvelle Constitution ne permettait pas à la Ouattara d'être candidat. Il n'est pas le Conseil constitutionnel, ce n'est pas lui qui interprète la Constitution. Il n'est pas le Conseil constitutionnel. Donc, vouloir dire que le ministre de la Justice a dit en cas de Constitution et faire de sorte que la Constitution actuelle, la mandature du président actuel est anticonstitutionnelle, c'est faux, c'est un faux procès. Donc, comprenons une fois pour toutes qu'aucune élection n'est inclusive. Merci Arsène Anoma. Cédric Koné, est-ce que pour vous, il y a nécessité de réformer le code électoral ivoirien pour garantir des élections plus inclusives? Alors, le code électoral... C'est oui, à quel niveau? Le code électoral, il est là pour encadrer les règles du jeu en matière d'élection. Le code électoral lui-même, il est encadré par la Constitution. Ceci dit, le plus fort, comme le disait Dr Ouattara tout à l'heure, il a cité Jean-Jacques Rousseau, qui est mon maître à penser, et je suis content de l'avoir entendu, le plus fort n'est jamais assez fort pour rester toujours fort. C'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons quitté l'état de nature, que nous sommes passés à l'état social, que nous avons des lois. Et la norme des normes en matière légale, c'est la Constitution qu'il faut respecter en tout état de cause, en tout lieu. Quand la Constitution prévoit des mécanismes pour juger un ancien chef d'État, il faut respecter ce que cette Constitution-là a dit. Mais on a vu pour le cas du président Laurent Gbagbo, la Constitution a prévu la Haute Cour de justice qui n'a pas été réunie. La Constitution a prévu que l'Assemblée nationale se réunisse et vote à 2/3 la mise en accusation de l'ancien chef d'État. Cela ne s'est pas fait. Alors que nous avons vu qu'au niveau international, après la crise post-électorale de 2011, le président Laurent Gbagbo a été accusé de meurtre, de violences sexuelles, de persécution et d'actes inhumains. Il a été accusé de massacre pour la marche de la RTI le 16 décembre 2010, de bombardement du marché d'Abobo. Après plusieurs années de procédure, la procédure s'est ouverte en janvier 2016, on a débouché sur son acquittement le 15 janvier 2019. L'accusation n'était pas d'accord, elle a interjeté appel, elle a été déboutée. Voici un exemple de justice impartiale. La justice de Côte d'Ivoire rend de très bonnes décisions en matière commerciale, en matière civile, en matière pénale. Elle est là pour assurer et maintenir l'ordre public. Cependant, des condamnations à 20 ans de plusieurs opposants politiques laissent à penser qu'il y a quand même un problème. On a vu récemment Damana Adia Medar, un des vice-présidents du PPACI, un des lieutenants de Laurent Gbagbo, qui a été condamné à 10 ans de prison. Il est reparti libre à la maison parce qu'il n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Oui, mais on a l'impression qu'il s'agit d'une épée de Damoclès sur la tête des opposants. Chaque fois qu'ils deviennent un peu plus rémuants, un peu plus percutants, tout de suite, ils sont convoqués à la justice. Et ce sont ces soupçons-là qui font penser aux populations qu'il y a un problème. La justice n'a pas de problème. La justice est là pour l'ordre public. La justice est là pour rassurer. La justice est là pour protéger. Il ne faudrait pas que des actes
emmène les populations à douter de notre justice. Bien. Michel Betta, est-ce que la loi doit-elle être modulée en période électorale pour éviter des tensions électorales? Ce n'est pas la loi qui doit être modulée. Vous savez, la justice est rendue, selon notre Constitution, au nom du peuple. Quand tu vois 1 million de personnes... Parce que finalement, la justice fait son travail. Certains sont pour, d'autres ne sont pas pour. Qu'elle est instrumentalisée, d'autres disent la justice fait bien son travail. Finalement, faut-il moduler moi, je ne suis même pas à ce des questions liées à nos élections? Non, il ne faut pas moduler la justice au moment des élections. Il faut appliquer la justice. La justice est rendue au nom du peuple. Mais la justice dit appliquer... Oui, non, j'en viens. Quand tu rends une justice au nom du peuple et que cette justice devient problématique, en ce sens qu'aujourd'hui, dans le contexte électoral actuel, seul un candidat est assuré de compétir. Il s'agit du président Alassane Ouattara. On a Simone Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Vous voyez, le président Ouattara qui n'est pas candidat d'abord. Non, il est assuré de compétir parce que, visiblement, il est sur la liste électorale. Voilà. Vous savez, quand on a réuni ces milliers de personnes au stade de BNP, et que demain, la justice vient dire que votre candidat que vous avez choisi ne peut pas compétir, ces milliers de personnes-là, vous les voyez dans la rue, ou bien vous les voyez ne participant pas au vote. Est-ce que c'est ce que nous voulons quand nous rendons une justice au nom du peuple? Nous voulons exclure tout ce peuple-là du processus électoral. Nous voulons exclure tout ce peuple-là du vote. C'est ça que nous voulons. Donc, quand c'est ainsi, il appartient à ceux qui ont les manettes du pouvoir de poser des actes qui emmènent finalement, à arriver à ce processus-là. Mais finalement, on se demande, est-ce aux juridictions ou au peuple souverain de décider qui peut être président de la République de Côte d'Ivoire? Parce que quand on voit des partis politiques qui ont des candidats qui ne sont pas éligibles, comme le PDC-RDA ou le PPACI, pourquoi ne pas choisir un autre candidat qui pourrait permettre aux partis de venir aux affaires quand on prend le cas de certains pays africains? Pourquoi pas suivre l'exemple? Vous savez, les personnes que vous indexez ont pointé du doigt 2 problèmes. D'abord, le problème du processus électoral, qu'ils estiment qu'il n'est pas... qui est verrouillé. Le processus électoral est verrouillé. Donc, à ce niveau-là, ils ont demandé que la CEI qui est à charge de ce processus-là soit modifiée dans sa forme. Parce que cette CEI que nous regardons, elle est apparemment dominée par le pouvoir en place. On va abréger. Ensemble, pour vous, le problème, c'est la commission électorale indépendante. Il y a 2 sujets. Ils ont parlé de la CEI et de la justice. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, à quoi est-ce que nous devons nous attendre? Aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Parce que les élections, c'est dans 4 mois. Nous avons le pouvoir de ne pas donner l'impression, comme la question a été posée, la question ne se pose pas. L'inclusivité ne se pose pas à l'État républicain. Ça, il ne faut pas le voir ainsi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est inclusif que l'État républicain est faussé. Non, c'est de la maturité démocratique. Quand on veut faire on veut grandir démocratiquement, on n'exclut pas, on inclut les acteurs majeurs pour qu'ils puissent participer au vote. Docteur Daouda Ouattara, de votre lecture, est-ce qu'il y a volonté réelle de rendre l'élection d'octobre prochain inclusive ou est-ce une illusion démocratique? Bien. Moi, je pense que, en fait, cette rhétorique-là, élection inclusive, en fait, c'est quoi juste une élection inclusive? Une élection dans laquelle des candidats ne sont pas exclus de manière naturelle sur mesure. Mais c'est impossible. Non, s'ils ne remplissent pas des conditions. Non, je ne suis pas en train d'affirmer, je suis en train de vous dire, de vous expliquer la question. Il ne s'agit pas de dire que tel candidat ne peut pas être candidat, non. Le candidat n'est pas éligible parce qu'il n'a pas l'âge d'être candidat. C'est de manière naturelle. Mais l'opposition estime que des mesures juridiques et également d'autres mesures sont mises en place pour pouvoir écarter certains candidats. En fait, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'une élection inclusive. Parce que pour ce que je sache, une élection est garantie et encadrée par des lois. Alors, quand ces lois-là, ou bien une de ces lois-là t'élimine, il faut être assez républicain pour accepter la décision, si tu aimes vraiment ton pays.
Si tu n'es pas un monarque à la tête, si tu ne te comportes pas comme un monarque à la tête de ton parti politique, tu dois être à mesure d'accepter cette décision-là et envoyer un plan B ou bien un plan C ou bien un plan Y en Z pour pouvoir gagner ces élections. Si tu estimes vraiment que tu es populaire, tu peux mobiliser au moins 5 millions, 10 millions d'Ivoiriens. On vous a bien compris. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut organiser une élection crédible pendant que certaines grandes figures de l'opposition sont exclues du jeu? Non, en fait, c'est pas parce que tu es une grande figure de la scène politique ivoirienne que tu dois forcément participer aux élections. Si une loi, par exemple, t'exclut, il faut être assez républicain pour accepter. C'est ce que je suis en train de dire. Et comme le dirait le philosophe, je crois, c'est Emmanuel Kant qui dit qu'il faut obéir aux lois de la cité, même si elles sont mauvaises, jusqu'à ce qu'elles changent. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, nous sommes dans un processus ABC, où nous avons 3 inputs et 2 outputs. 2 se mettent ensemble pour exclure un. Après, les deux autres ne s'entendent pas, les deux autres vont se mettre ensemble pour exclure l'autre. Alors, nous, les Ivoiriens, en avons marre de ce système-là. Il va falloir qu'on en sorte. Bien. Il va falloir qu'une nouvelle génération, une nouvelle dynamique se lève pour prendre le devant des choses. Tu es exclu de ces élections-là, ce n'est pas la fin du monde. Envoie ton plan B, que ce soit le pouvoir en place, que ce soit l'opposition. Parce que ce qu'on remarque, c'est que l'opposition ivoirienne aime jouer aux victimes. Par exemple, je prends un exemple très, très palpable. Lors de l'avant-dernier dialogue politique entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est ensemble qu'ils ont décidé du parrainage citoyen. Vous avez donné le bâton pour vous faire cravacher. Et maintenant, la CEI est en train de compliquer la tâche, vous criez au loup. Tout est fait pour qu'on soit disqualifié. Alors que vous avez décidé ensemble de mettre en place qu'on appelle ça, ce parrainage citoyen-là. Alors, aujourd'hui, il faut comme ça. N'aidez pas à prendre des décisions et puis après, bien. Personne n'est pas Merci. Alors non, j'en viens parce que au moment où le parrainage citoyen, c'est un exemple que je donne, au moins ce parrainage citoyen se décidait là, les hommes politiques comme Assali Tiomoko, comment on appelle ça, le préfet Tobi et les autres candidats, les jeunes candidats indépendants qui arrivent, n'étaient pas présents. Mais ils sont en train de subir au même titre que vous aujourd'hui. Alors, quand vous prenez des décisions ensemble, ayez le courage de les assumer, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir en place. Ayez le pouvoir de les assumer, et puis on va sortir de cette crise-là. Merci. Michel Betta. Oui, non, sur la question du parrainage citoyen. On va aller rapidement. Non, je vais rassurer. 45 secondes maximum, le temps est terminé. Encore que c'est le mécanisme dans lequel ce parrainage citoyen se fait, c'est ce qui a valu les critiques. Quel mécanisme? Vous avez aidé à non, docteur, vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît, docteur, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Michel Betta. Docteur Ouattara, vous n'avez pas la parole. Moi, je parle que si c'est pour pervertir ce que nous concevons ensemble, c'est dommage. Parce qu'on le conçoit ensemble pour que ce soit bien mené. Et si au moment de le mener, vous introduisez des lois qui n'existaient pas par le passé, on est en droit de s'en plaindre. Moi, je crois qu'il faut respecter les positions des uns des autres. C'est pourquoi, de tous temps, on clame haut et fort ici et partout ailleurs qu'il faut engager le dialogue. Parce que c'est dommage que moi, je ne comprends pas le pouvoir en place qui se ferme au dialogue pendant que lui-même, il sait pertinemment que l'exclusion dans laquelle il plonge le pays est le RHDP a refusé d'aller au dialogue. 30 secondes. L'opposition a refusé d'aller au dialogue et le RHDP. Quand ça? C'est que tu sais pas la 30 secondes pour terminer sur ce sujet. Ce que j'allais dire, comme on le dit depuis tout le temps, aucune élection n'est inclusive. Et les lois... Il ne faudra pas aussi écarter certains candidats. La loi électorale, non, ça n'écarte pas certains candidats. Non, je ne dis pas que certains candidats sont écartés. Il ne faudra pas écarter. Les candidats ne sont pas écartés. Les candidats qui répondront aux lois actuelles participeront à la présidentielle. Et le code électoral ne sera pas réformé pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes librement fixés des lois, comme le disait le docteur, plusieurs fois même durant le dialogue politique, il y a des accords qui ont été pris. Tout à l'heure, vous parliez de la nécessité de faire la loi électorale chaque année. Mais au dernier dialogue politique, il a été consenti à la CEI, plutôt dans une rencontre entre la CEI et les partis de l'opposition. Il a été convenu qu'il n'y aurait pas de révision cette année en permettant à ceux qui n'étaient pas majeurs, qui seraient majeurs à l'élection présidentielle, d'être pris en compte pour qu'il n'y ait pas de révision en 2025. L'opposition était d'accord. Finalement,
ils viennent se dédier. Et c'est chaque fois comme ça que l'opposition se comporte. Merci Arsène Et Anoma. c'est irresponsable. Cédric Koné, 30 secondes pour terminer. Alors, ce que je veux vous dire sur ces 30 secondes-là, c'est que le 26 avril 2005, le président Laurent Gbagbo s'est adressé à la nation. Dans son discours à la nation, il a adouci les mœurs, il a arrondi les angles, il a permis, grâce à l'article 48, à Alassane Ouattara de devenir candidat exceptionnel pour l'élection de 2010. Il ne l'a pas permis de C'est bonne un volonté. acte fort parce qu'en 2000, la Cour suprême avait rejeté la candidature d'Alassane Ouattara. C'est une décision qui était en cours, c'est une décision qui était pendante, même pour la détente politique, pour envoyer un signal fort, pour parler de réconciliation nationale, pour montrer qu'il avait le souci et le bien-être des populations ivoiriennes. Ça, je ne suis pas d'accord. Il a accepté Nous de avons des façon vidéos. exceptionnelle. Non, laissez qu'il termine, s'il vous plaît. Merci Cédric Koné, chers téléspectateurs. On marque une courte pause. On revient juste après pour la suite de ce numéro d'Entre deux News. Nous sommes de retour de la pub et puis dans cette seconde partie d'émission, GPS de Guillaume Soro en phase avec Trop c'est trop, le mouvement lancé par le président Laurent Gbagbo, président du PPACI. Alors quand Guillaume Soro disait Trop c'est trop, trop est toujours trop, pensait-il déjà à un front commun ou dénonçait-il un sort personnel? C'est la question qu'on se pose, Dr Daouda Ouattara. C'est vu dans la déclaration produite sur sa page. D'accord. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît. Guillaume Soro qui disait, selon cette déclaration, trop est toujours trop. On s'est dit qu'il était déjà en avance en annonçant déjà cela. Bien, plus ou moins, parce que c'est ce que je disais d'entrée de jeu, tout dépend du prisme sous lequel on conçoit la chose. Au fait, au moment où Guillaume Soro prononçait cette phrase, il venait fraîchement d'être en rupture avec le pouvoir en place. Sinon, au moment où il était dans les bonnes grâces du pouvoir, tout ce qu'il dénonce aujourd'hui là, ça se passait, mais il n'a jamais rien dit. Voilà, c'est quand il y a eu rupture qu'il a commencé à voir que ça ne va pas ici, ça ne va pas ici, et c'est là qu'il a lancé ce concept. Alors, voir ce concept-là être repris par la grande majorité de l'opposition aujourd'hui, c'est de bonne guerre parce que ça sera une lucane d'expression, ça sera une manière de dénoncer, n'est-ce pas, tous les abus, tout ce qui ne va pas. Alors, pour le GPS qui est totalement isolé aujourd'hui, c'est une aubaine. Ça sera un carnaval d'expression et ça sera une stratégie de survie. Voilà, il y va de la survie de GPS parce que je me rappelle encore, en 2020, quand toute l'opposition s'était retrouvée au stade Félix-Houphouët-Boigny pour protester, GPS était là. Quand il y a eu le CNT, GPS était présent. Alors, de 2020 jusqu'à aujourd'hui, le GPS a été de toutes les grandes batailles politiques en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que cette fois-ci, là, avec ce communiqué que je vois, c'est une manière d'assurer sa survie et pouvoir communiquer et ne pas se faire oublier au niveau de la population. Bien, Michel Betta, GPS affirme que s'associer à ce devoir citoyen était une évidence, mais n'est-ce pas aussi une manière de se relancer politiquement? Grosse interrogation. Oui, non, moi je crois que cette alliance-là vient à point. Vous savez, quand des voix aussi... Une alliance informelle. Oui, c'est informel, c'est pas dans la gestion. Parce qu'on a vu le PDCI, voilà, fait une alliance formelle avec le PPACI. Quand des voix aussi éloignées, comme celle de Laurent Gbagbo et puis Soro Guillaume, on a vu combien de fois ils se sont combattus. Quand Laurent Gbagbo est allé à la CPI, Soro Guillaume était les artisans pour l'y conduire. Blé Goudé était en exil. Tout le groupe de la LMP, de l'ex-LMP, a été vraiment critiqué durement par Soro Guillaume. Donc, c'est une alliance de circonstances pour dénoncer la radiation de la liste électorale. Mais quand ces alliances-là se font avec des voix aussi éloignées, il faut que quelque chose se produise réellement. Parce que quand ces voix qui ne pouvaient pas s'entendre par le passé arrivent à s'entendre, parce qu'elles estiment qu'il y a des dérives autoritaires qui sont menées par le pouvoir. Il y a des situations difficiles dans lesquelles les Ivoiriens sont plongés avec les difficultés à se soigner, les difficultés à se loger, les difficultés à obtenir un repas quotidien, constamment, tous les jours et équilibré. Donc tout cela mis ensemble, aujourd'hui, donne de la voix à cette contestation-là. Et je crois que le pouvoir en place devait en prêter
plus d'attention à leurs exigences. Parce qu'on ne pourra pas continuer à regarder sans rien faire. L'opposition ne pourra pas continuer longtemps à regarder sans rien faire. Moi-même, je crains que l'opposition commence à se taire. Parce que si l'opposition commence à se taire, c'est qu'il y a autre chose qui va se produire. Il faut permettre à l'opposition de s'exprimer et d'écouter l'expression de l'opposition et d'apporter des solutions. Parce que en jouant cette oreille sourde aux exigences de l'opposition, on prête la voix à d'autres oppositions qui ne seront pas certainement démocratiques. Bien, Arsène Anoma, voyez-vous à travers ce slogan un cri de peuple ou une récupération politique pour fédérer une opposition dite affaiblie par certains cadres du RHDP? Vous partagez ce même avis? D'abord, pour moi, tous ces slogans-là sont en déphasage totalement avec nos réalités. Hein. Donc, je ne vois pas ce qui est trop. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'inflation? Non. La preuve, le slogan lancé par le président Gbagbo, c'est un slogan morné. Tellement ça ne prend pas, il est obligé d'aller faire une nouvelle alliance avec le PDCI. Le GPS a lancé son mouvement depuis. Les Ivoiriens n'y répondent pas. Et en plus, le GPS, il est totalement isolé sur la scène politique. Le président Thiam disait dans une intervention qu'il ne va pas mettre le serpent dans sa poche. Et c'est le GPS qui parlait? Bon, je ne sais pas. Le président Gbagbo parle, mais je ne suis pas sûr qu'il va aller en alliance avec le GPS. On a entendu aussi Blé Goudé en France, je crois, a fait une sortie où il critiquait le GPS. Donc, je ne vois pas. Mais Charles Blé Goudé n'a pas encore adhéré à Trop c'est trop. Oui, mais je ne vois pas de parti significatif en Côte d'Ivoire. Le PDC-RDA qui fait un front commun. Alliance avec le GPS. D'abord, même, c'est un parti qui n'attire pas, qui est infréquentable. Donc, personne ne le veut dans une alliance. Et ces slogans, trop est toujours trop, ou trop c'est trop, pour moi, c'est des slogans auxquels les Ivoiriens n'adhèrent pas. Donc, pour moi, ce sont des cris d'une opposition qui en perd de vitesse, qui sait fondamentalement que la présidentielle de 2025 est déjà bouclée, comme on le dit. Et elle cherche des échappatoires, des bouées de sauvetage pour essayer de se faire entendre. Mais pour moi, tant que ça reste dans la libre expression démocratique, dans les slogans démocratiques, pacifiques, ça ne me dérange pas. Ça dénote aussi de la vivacité, de la réalité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Tout le monde peut s'exprimer comme il veut, tout le monde peut dire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. On viendra s'asseoir ici, on débattra, chacun rentrera chez lui, tel leader d'opposition dira ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais nos réalités, c'est que les populations ivoiriennes, dans l'écrasante majorité, ne font pas chorus avec tous ces slogans-là, parce qu'elles ne s'y reconnaissent pas. Tous ces slogans qui sont lancés ne font pas recette, et l'opposition est d'alliance en désalliance, d'alliance en désalliance. Le PPACI allait faire une alliance avec le PDCI. Aujourd'hui, le PPA, certains membres de la coalition CAPSI ont quitté la coalition CAPSI parce qu'ils dénoncent cette nouvelle alliance de circonstances. Donc, l'opposition même se recherche. Il s'agit de la CAPSI, mais là, c'est trop de Laurent Gbagbo. Non, ce que je veux dire, c'est que je mets toute cette opposition-là dans un ensemble. C'est pour dire que tout ce qu'ils sont en train de créer comme slogan politique pour essayer d'attirer les Ivoiriens vers eux. Parce que l'objectif de ces slogans-là, c'est de créer un ralliement populaire. Mais on se rend compte à la réalité, à l'expertise, à la mise en œuvre de ces slogans-là, que ces slogans-là ne font pas recette. Merci. Et que ces slogans-là sont rejetés par les Ivoiriens. Merci Arsène Anoma. Alors Cédric connaît le cadre restreint de GPS, Génération et Peuple Solidaire de Guillaume Soro. On parle de libération politique. Faut-il y voir un objectif collectif ou personnel pour Guillaume Soro? Je pense que chaque acteur pourra lui-même présupposer de ce qu'il voudrait Mais vous, faire. selon votre lecture... Mais ce que moi je peux vous dire, c'est que le mouvement Trop c'est trop, c'est un mouvement citoyen populaire où tous les citoyens de Côte d'Ivoire qui ont quelque chose à reprocher à la gouvernance et au régime RHDP peuvent venir adhérer. Le fait de mettre sur pied Trop c'est trop, c'est pour démontrer aux uns et aux autres, surtout à mon co-débatteur, que le régime doit se reconnecter aux réalités des populations ivoiriennes. Parce que la réalité de la population ivoirienne, c'est quand moi je me lève, je vais chez le coiffeur et que les apprentis de mon coiffeur passent leur temps à jouer au loto. C'est quand je suis abordé dans la rue par une femme qui n'a pas mangé depuis 3 jours. C'est quand mon couturier a des factures à l'hôpital qui coûtent 200 000 francs qu'il ne peut pas payer. C'est quand les femmes de GESCO pleurent parce que l'école de leur enfant a été détruite et elles ne savent pas à quel sein se vouer parce que le père de famille, il a été soit déflaté
où il a été compressé, où il a été renvoyé. Il ne sait pas comment faire face c'est votre aux ressenti, c'est pas une- charges. Non, non, vous n'avez pas Il la ne sait pas parole, comment Arsène faire Anoma. face aux charges de sa famille. Alors- C'est quand la prostitution et le sida sont en train d'atteindre un pic alarmant dans notre pays. C'est ça les réalités de la Côte d'Ivoire. Ce Bien. ne sont pas Alors, les c'est vrai- réalités chantées c'est par vrai les qu'on est- turéféraires s'il vous du plaît. régime. C'est Je vous un écoute, mouvement Sidi. citoyen lancé, mais piloté, dirigé par des personnalités politiques. C'est une interrogation que nous, de la société civile, nous nous posons. Pourquoi pas des Ivoiriens qui n'ont rien à voir avec ces grands partis politiques à la tête de ce mouvement? Parce que au sein du mouvement Trop c'est trop, Est-ce que ce n'est pas pour atteindre des objectifs politiques? non, c'est un mouvement citoyen, encore une fois, et populaire, Parce que- qui est où il n'y a pas de connotation politique. Le président Laurent Gbagbo a ouvert les bras à tous les Ivoiriens. La preuve en est que le mouvement qui peut s'apparenter à un mouvement politique, c'est le Front commun qui a été mis en place avec le PDCI RDA. Trop c'est trop, c'est le continuum de l'appel de Benoît, où le président Gbagbo lui-même est en train Mais de décrire les l'appel de réalités Benoît, de Côte d'Ivoire. c'est un appel politique. Le coordonnateur de Trop c'est trop est une personnalité politique. Ça Ce sont soulève des appels interrogations politiques, mais ça intéresse la vie des qui pourraient Ivoiriens. rendre sceptiques certains Ivoiriens qui voudraient adhérer, mais du fait d'avoir des hommes politiques. Non, il n'y a pas À la de tête, ça. scepticisme à avoir, parce que la réalité, là, nous la partageons tous. La réalité, c'est que quand moi je vais à la pompe, je paye 800 et quelques francs au même titre que tous les Ivoiriens. La réalité, c'est que quand je veux renouveler ma carte d'identité, je paye la carte d'identité. La réalité, c'est que quand je veux entreprendre, je n'ai pas d'encadrement pour pouvoir entreprendre. La réalité, nous la partageons tous. Donc, que l'on soit politique, société civile ou je ne sais quel corps encore, nous partageons tous les mêmes réalités et la vie est chère. Au marché, on ne va pas me demander ma carte de PPACI pour diminuer le prix des denrées alimentaires. Je vais payer plein pot, comme les femmes, comme les hommes, comme Bien. tout le monde. Merci. Alors on va Guillaume Soro et son parti politique, son mouvement, qui disent être en phase avec le mouvement Trop c'est trop. Et quand on sait aussi le rôle que Guillaume Soro, ancien Premier ministre, président de l'Assemblée nationale et même ministre en Côte d'Ivoire, a joué dans la gouvernance Ouattara depuis 2011 et aujourd'hui rejoint ce mouvement qui décrit certaines situations de notre pays. Quelle lecture vous faites face à cette situation, Michel Betta? C'est tout. Vous avez tout dit. C'est la preuve que ce pouvoir a complètement échoué. Parce que Mais vous ne trouvez pas que les politiques se moquent du peuple Non, c'est ivoirien pas une moquerie. quand on voit Guillaume Soro qui a été Premier ministre de c'est Côte pas- d'Ivoire? mais attends, d'où vient que un Premier ministre, une fonction à laquelle je pense que beaucoup de notre esprit puissent quitter un régime pour se retrouver ailleurs jusqu'en exil? Vous pensez que c'est dû à quoi? C'est parce qu'il a vu les failles de ce pouvoir-là, il a vu les failles de cette décision. Guillaume et qu'il Soro a estime plutôt que- quitté le poste de président de l'Assemblée nationale. Mais il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. Il a été président de la Mais Nationale. qu'est-ce qu'il n'aurait pas, qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire en ce temps et Mais qui- ce qu'il n'a pas pu faire, c'est de corriger la gouvernance du pouvoir. Parce que c'est ça, peut-être c'est ça. De toute façon, on s'interroge sur la sincérité Non, moi je ne doute pas de de la cette sincérité. approche Parce de que GPS accepter de perdre tout ce qu'il a perdu pour ce combat-là, je crois qu'il faut avoir du cran, il faut avoir de la sincérité pour refuser tous les privilèges là et décider de se battre pour les Ivoiriens. Moi je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de montrer les défaillances d'un régime Ouattara après 15 ans de gestion, et je pense qu'il est de bonne loi pour les Ivoiriens de le comprendre. Parce qu'il faut comprendre que le débat de Soro Guillaume, c'est cet autoritarisme-là qu'il voulait éviter. Qu'est-ce qui a fait partie Soro Guillaume? Le pouvoir de décider, c'est tout. C'est ce que le pouvoir Ouattara lui a dénié. Le pouvoir de décider de ce qu'il veut de sa vie politique. Comment on peut dénier ça à un individu en Côte d'Ivoire? Là où on consacre la liberté d'expression, là où on consacre la liberté d'appartenance à un mouvement politique ou civil. Mais on ne peut pas dénier un individu au perçoit de la société de décider de la voie politique qu'il veut emprunter. Mais c'est ce que Ouattara lui a dénié. Il ne pouvait pas, dans ces conditions-là, s'accommoder de cette gestion-là. C'est pourquoi il s'est retiré. Et puis, moi, ce qui m'a choqué dans la gestion du pouvoir, c'est quand il se retire, c'est là qu'on lui trouve des failles dans la gestion qu'il a entreprise depuis avant 2020. Mais je trouve que c'est grossier quand même. C'est trop gros. Imaginez-vous, on poursuit Soro Guillaume, pourquoi? On dit bien mal acquis. Au moment où il était Premier ministre sous Gbagbo,
Mais attendez, quand on arrive à cela, on sait que... Et des tentatives de déstabilisation aussi. Atteinte à la sécurité de l'État. Je parle des différents aspects de son procès. On en arrive à cela, on comprend que Soro Guillaume est simplement victime de son refus de se plier aux exigences du président Ouattara. C'est bien. Docteur Daouda Ouattara, le cadre restreint de GPS évoque un régime consolidé autour de ce qu'il qualifie de 4e mandat anticonstitutionnel. Est-ce que cette dénonciation est encore audible et ressassée? Non, mais quand on parle de 4e mandat, le GPS doit se taire ou même se cacher. En 2016, est-ce que Soro n'a pas appelé à voter pour le changement de constitution? Il a été de ce combat-là. Donc, quand on parle de 4e mandat-là, qu'il se taise, parce qu'il a aidé à duper la population ivoirienne, qu'il se taise. Maintenant, c'est maintenant, comme il n'est plus au pouvoir, comme il a su que peut-être que le lait ne se donne pas, comme on le dit dans la rue abidjanaise, le lait ne se donne pas. Il a su que peut-être qu'il n'aura pas vite accès à certains postes qu'il s'est retiré. C'est maintenant qu'il va trouver que le pouvoir a des failles, le pouvoir fait ceci, le pouvoir fait cela. Alors, moi, je suis de cette nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des pratiques que moi, je ne peux pas accepter. Moi, je parle en tant que citoyen. Donc, tu n'as rien à reprocher au pouvoir? Non, pas que je n'ai rien à reprocher au pouvoir. Pas que je n'ai rien à reprocher au pouvoir. J'ai beaucoup de choses à reprocher à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à reprocher à tout le monde. Mais arrivé à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête. Et là où je suis un peu content, ou bien aussi un peu serein, c'est que le GPS de Soro Guillaume, en venant dans ce mouvement-là, en venant faire cette lutte avec les autres partis politiques. Ce sont des déclarations. Il n'y a pas eu de... Voilà, non, puisque c'est une déclaration. C'est pas une déclaration que tout commence. Puisque si le GPS vient dans cette lutte, dans ce combat avec l'opposition, cela montre que peut-être que le GPS n'est pas en train de faire ce qu'on lui reconnaît. Dans le noir, ce qu'on lui reconnaît. C'est voilà. Ce qu'on lui reconnaît. Mais n'est-ce pas le chef qui a pris les armes en 2002 contre la Côte d'Ivoire? N'est-ce pas le chef? Alors, ce qui veut dire qu'il n'est pas en train de créer quelque chose de lugubre dans le fond. Alors, s'il reconnaît qu'on peut lutter de façon démocratique pour obtenir gain de cause, ça nous réjouit. Nous sommes de la nouvelle génération. Et ces choses-là, nous n'en voulons plus. Voilà, nous n'en voulons plus. Il va falloir qu'on mette croix à tout ceci et puis aller de l'avant. Bien. Aussi, il y a la question idéologique sur laquelle vous allez réagir. Oui. Alors, cette alliance entre ex-ennemis, est-ce que cette alliance-là, pas une alliance formelle, mais pourrait brouiller les repères idéologiques des électeurs? Mais bien sûr. Notamment des militants des partis politiques qui ne sont pas tous partants de certains rapprochements entre les leaders. Bien sûr. Quel que soit ce qu'on veuille, aucune coalition ne peut se faire sans qu'il y ait de cassures. Voilà. Pour le cas Soro, avec le président Laurent Gbagbo actuellement, c'est le paradigme. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ami. Donc, c'est une récupération, en quelque sorte, que le président Laurent Gbagbo et toute l'opposition est en train de faire pour pouvoir mieux fragiliser le RADP. Parce que parmi toute cette opposition-là, celui qui connaît le plus l'antichambre du RADP, c'est quand même Soro Guillaume. Donc, se servir de lui, peut-être rentrer dans les failles et puis faire... Bien, Michel Bédard, rapidement, 30 secondes. Il faut être quand même assez lucide dans l'appréciation de la situation. On parle de ce que le GPS reproche au pouvoir. Hein. Il a fait des observations qui, sur la base de ces observations, il faut donner des arguments et non pas... Mais docteur a présenté un fait. Non, il doit présenter le... Guillaume Soro a invité les Ivoiriens à voter oui pour la 3e République. Un oui qui permettrait à la candidat. Non, docteur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Non, j'arrive à la question. Non, vous n'avez pas la parole. Parce qu'en 2016, ils ont appelé à voter le vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la parole. Attends, pourquoi on va réfléchir sur la demande de parole. Alors, il a invité à un oui. Et aujourd'hui, il se rapproche du PPACI à travers trop, c'est trop. Et il trouve que le prochain mandat, si Alassane Ouattara est candidat, est anticonstitutionnel
Non, attends, tout le monde l'a dit depuis 2020. Moi, je dis... Mais vous finissez d'inviter les Ivoiriens à aller voter une constitution. Et vous dites... Non, une constitution oui, mais... à laquelle le ministre de la Justice a dit qu'elle ne permettait pas au président actuel d'être candidat. Mais qu'est-ce que Guillaume Soro a dit à ce sujet? Mais elle ne lui permettait pas d'être candidat. Guillaume Soro ne l'a jamais dit. Tout le monde l'a dit. Il ne l'a jamais dit avant les élections. Oh. Quelles sont les preuves? Il ne l'a jamais dit avant les élections. Non, tout le monde l'a prononcé qu'il ne pouvait pas être candidat avec cette constitution-là pour être troisième candidat. Quand il vient d'être candidat, c'est une entorse à la Constitution. Bien c'est un homme politique ivoirien et le courage de dire aux Ivoiriens qu'ils ont aidé à les duper. Non. On va passer à autre chose. Merci. Alors, je pense que s'il y a quelqu'un qui a dupé le peuple, c'est le RNDP. Bien. C'est pas les Merci. autres. Hassan Anoma, très souvent, les citoyens ivoiriens sont dupés par les hommes politiques, il faut le dire clairement, des partis politiques qui invitent les citoyens à apporter certains actes. Et des années plus tard, on dit l'acte qu'on a demandé de poser n'est pas le bon acte. Grosse interrogation. Oui, mais c'est l'irresponsabilité de nos politiques. Parce qu'on pourrait assister à ce même fait. Aujourd'hui, c'est le cas du RHDP qui disent qu'Alassane Ouattara est éligible, pourrait dire un jour plus tard ou dans des années à venir qu'Alassane Ouattara n'était pas éligible. Attendons que ça arrive pour le dire, mais pour le moment, ce qu'ils disent et ce qu'ils ont toujours dit, Bagongo n'est pas le Conseil constitutionnel. Et vous soulevez un fait très important, l'immaturité de nos hommes politiques et surtout l'immaturité de l'opposition. Et c'est ce qui fait même que les Ivoiriens n'adhèrent pas à ce discours-là. Tout à l'heure, j'ai entendu mon frère sortir une kyrielle de choses. Je me demande dans quelle Côte d'Ivoire il vit. Mais c'est dans cette même Côte d'Ivoire-là où, par exemple, et c'est des faits réels, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, l'indemnité de logement a été offerte à tous les fonctionnaires et revalorisée. C'est dans cette même Côte d'Ivoire-là qu'aujourd'hui, le taux de l'inflation à l'horizon 2030 sera de 100%. C'est dans cette même Côte d'Ivoire-là que l'électrification et d'eau sera portée à 100% à l'horizon 2030. Va voir tes chiffres. Apparemment, vous ne connaissez pas le pays profond, Hassan Anoma. Vous ne partez pas dans le pays profond. Non, Michel Bétard. C'est dans cette même Côte d'Ivoire-là qu'aujourd'hui, tu fais des incantations sur le plateau. C'est des incantations. À moins de 10 km de toutes les populations. Allez à Divo, les élèves enseignent à même Je me demande dans quelle Côte d'Ivoire cette opposition-là vit. Et elle est carrément en déphasage avec nos réalités. Et c'est du charlatanisme politique qu'ils font. Et c'est ce qui fait que tous les slogans qu'ils lancent, comme trop c'est trop, mieux trop, comme il le dit, trop est toujours trop, ne font pas recette parce qu'ils sont dans le virtuel, dans le charlatan, dans les incantations. Des gens donc l'essence ne coûte pas 800 francs. Des gens qui ont été au pouvoir, qui ont géré le pays, qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens, qui ont échoué, aujourd'hui veulent se faire passer pour des gens qui sont immaculés, pour des gens qui veulent refaire le monde, qui veulent refaire la Côte d'Ivoire. Alors que les Ivoiriens ont éprouvé leur gestion, ils ont éprouvé leur expertise et ils les ont chassés du pouvoir comme en 2010. Bien, Gbagbo, merci. Cédric Koné, pour terminer, je vous accorde une minute pour terminer. Réaction. Alors, vous étiez en train de parler tout à l'heure de l'idéologie politique. Quand on connaît le parcours de Guillaume Soro, on sait qu'il est passé par la FESI, c'est un syndicat qui s'occupe du bien-être des étudiants, donc ça s'apparente à un mouvement de gauche. Le président Laurent Gbagbo l'a toujours clamé, c'est son idéologie, la gauche, le panafricanisme et le socialisme. Donc aujourd'hui, ici, des questions sociales préoccupent au plus haut niveau le président Laurent Gbagbo. Il accueille à bras ouverts tous les Ivoiriens qui veulent se joindre à lui, même si hier ils se sont trompés, voilà, pour que demain, la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, toutes les nouvelles générations, tous ceux qui clament le changement aujourd'hui ne vont pas réinventer l'eau chaude en Côte d'Ivoire. Dernière question, certains Ivoiriens attendent, bien sûr, l'adhésion formelle de GPS. À trop, c'est trop. GPS est un mouvement qui est composé de citoyens. Si ce mouvement-là estime qu'il doit adhérer en grande pompe au mouvement Trop, c'est trop, ce mouvement-là prendra ses responsabilités devant l'histoire. Bien. Et les Ivoiriens en tiendront compte. Place maintenant au carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. Bien, moi, mon carton rouge va directement à l'endroit du cortège présidentiel, ou bien des cortèges présidentiels, ou même ministériels. Bon, je dirais tout court des cortèges étatiques. Vraiment, ces cortèges-là nous fatiguent. Ces cortèges-là nous montrent qu'il y a les uns et il y a les autres. Mais ces cortèges-là nous donnent l'impression que ce sont des super-humains ou bien des surhommes et nous des sous-hommes.
Parce que figurez-vous que le VGE, depuis le matin, le défilé, tout est bloqué. Zone 4 est bloquée, Makori est bloqué. Les Ivoiriens ne peuvent même pas vaquer à leurs occupations. À cause de quoi? À cause des hommes qu'eux-mêmes ils ont élus. Ce sont des hommes comme nous, qu'ils apprennent à ne plus bloquer la voie pour ne pas que les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Ce sont des hommes qui ont été votés par la population. Ils travaillent pour la population. Et quand tu travailles pour cette population-là, tu ne dois pas avoir peur d'elle en la parquant quelque part pour passer. Voilà, il faut aller au même rythme qu'eux, ou bien il faut pas prendre la même route avec eux. Carton rouge. Bien. Michel Betta, carton rouge. Oui, moi, carton rouge, je vais revenir un peu sur la route, mais cette fois-ci, ce sont les accidents. Vous savez, on a dénommé 600 décès depuis le mois de, je pense, du mois de janvier jusqu'au mois de mai. 600 décès par accident. Et je crois que c'est trop, c'est trop. Il faut que chacun de nous prenne la mesure du danger qui nous guette et que prennent les mesures qui doivent y aller avec. Parce que ce n'est pas normal que des gens, quand on sait que 90% des accidents sont du fait humain, il faut que nous, les hommes qui sommes sur la route, piétons, automobilistes, vraiment prenons la mesure de ce que nous créons sur la route. Ce sont des familles qui sont endeuillées. Arsène Anoma, carton rouge. Moi, mon carton rouge va à l'encontre de la classe politique, principalement de l'opposition ivoirienne, qui, au lieu de s'inscrire dans le jeu démocratique de la présidentielle qui arrive, veut prendre cette élection-là en otage en arguant de sa non-inclusivité. Donc, moi, je l'appellerai à plus de sagesse et à revenir dans le jeu démocratique afin que cette élection qui se prépare là puisse se passer dans le calme et afin que tous ceux qui sont légalement, qui peuvent y participer selon nos lois, puissent y participer, que les Ivoiriens décident d'y prendre part, viennent y prendre part, parce qu'aujourd'hui, à force d'entendre certains discours émanant de l'opposition, certains Ivoiriens commencent à se dire que cette élection présidentielle-là pourrait ouvrir la voie à certaines crises. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'il faudrait que tout le monde se rassure. Comme l'ont dit nos autorités, cette élection-là se passera normalement et sans heurts. Merci. Cédric Koné, carton rouge. Merci Sidik. Mon carton rouge va s'adresser aux responsables de la voirie depuis l'axe qui quitte Cocody et qui va à Port-Boué. Ça fait plus de 2 semaines qu'on a le feu tricolore qui est en face d'un grand hôtel qui ne fonctionne pas. Et l'absence de feu, donc de régulation sur cet axe-là, peut causer des accidents mortels parce qu'il y a eu plusieurs accrochages à cet endroit-là. Et si on continue à ne pas vouloir le réparer, il va créer des drames qu'on ne pourra pas rattraper. Donc, carton rouge aux responsables du fonctionnement de ce feu. Bien, merci. Place maintenant au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 62. En effet, 62 cliniques fermées à Abidjan. Jeudi dernier, la direction des établissements privés et des professionnels sanitaires DPPS a mené une opération surprise à Cocody et Bingerville, commune d'Abidjan. Sur 211 structures inspectées, 145 étaient en infraction, dont 62 fermées immédiatement. Objectif, faut-il rappeler, assainir le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire et protéger les populations des pratiques clandestines. Cédric Koné, réaction. C'est une action à saluer dans ce sens-là qu'elle va dans l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations. Au-delà de ce que j'ai envie de dire, de toutes les incantations politiques qu'on voudra faire après ce commentaire, il faut que la classe politique dans son entièreté, y compris le régime, apprennent à donner de la qualité de vie aux populations. Les populations ne sont pas là pour demander l'impossible ou demander la barbe du bon Dieu. Les populations veulent pouvoir se soigner, se déplacer, scolariser leurs enfants dans un cadre de vie sain. Donc, c'est une décision qui a salué parce que la vie des Ivoiriens était en jeu et elle est importante et il faudrait que les services compétents intensifient les actions dans ce sens-là pour que les Ivoiriens puissent se soigner sereinement. Merci. Réaction. Bien, c'est une action à saluer, puisque cette action-là va permettre de désormais sauver des vies. Mais en même temps, quand on parle de cette action, il faut se poser un certain nombre de questions, ou bien il faut chercher à comprendre
ce pourquoi il y a ces cliniques sauvages. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Pourquoi la prolifération de ces cliniques sauvages? Alors, il se trouve que certains quartiers n'ont pas du tout accès au centre de santé public. Ou bien le seul centre de santé qui existe est saturé, ou bien les soins qu'on y trouve là ne sont pas de qualité. Alors, c'est ce qui favorise, n'est-ce pas, la prolifération, l'installation de ces cliniques dans ces quartiers abandonnés. Alors, deuxième condition, c'est que je pense que le ministère de la Santé ne fait pas assez son travail. Parce que si ce ministère-là faisait tellement bien son travail, comme les laudateurs du RHDP aiment le dire, on n'aurait pas eu ces genres d'installations anarchiques et qu'on appelle ça travailler de façon anarchique, parce que s'il y avait des agents sur le terrain, ces cliniques-là n'allaient pas s'installer. De trois, il faudrait un répertoire, répertorier toutes les cliniques qui vont s'installer sur le territoire national, que ce soit à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, avec les papiers dûment constitués. Sans ça, pas de clinique. Et lutter aussi contre la corruption. Merci. Arsène Anoma, réaction? Oh, mais pour moi, ce n'est pas la première action du genre. C'est une action qui est récurrente. Ce n'est pas la première action du genre où le ministère de la Santé descend sur le terrain avec ses hommes pour lutter contre l'installation et la prolifération de centres de santé illégaux. Et c'est une action à saluer et à encourager. Ça dénote du fait que, indépendamment de ce que pourraient dire certaines chapelles politiques, le gouvernement est à la tâche pour le bien-être des populations ivoiriennes et il faut les féliciter, il faut les encourager. Comme je le dis toujours, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais lorsque c'est bien fait, il faut le reconnaître, il faut l'encourager. Et il faut surtout féliciter le ministre de la Santé qui, depuis le ministre Pierre Demba, depuis qu'il est à la tête de ce ministère-là, fait énormément pour la santé des Ivoiriens, tant en construisant de nouveaux centres de santé, en les équipant et en luttant aussi contre la population. Michel Betta, terminé. Bon, moi j'y vois un peu, mes prédécesseurs ont déjà félicité, je ne vais pas rebondir dessus, mais ce que je veux faire remarquer, c'est-à-dire, c'est des personnes, des opérateurs qui s'installent. Des opérateurs qui s'installent, comment ils s'installent, comment l'État les accompagne. Alors, aussi, ça, ce sont des questions essentielles. Vous savez, on parle souvent d'employabilité, de chômage et toutes ces questions-là. Il faut interroger ce secteur-là aussi. C'est un secteur d'emploi. Un secteur d'emploi, pourquoi cet emploi-là s'est créé et après, on va le fermer. Comment faire pour ne pas qu'on le ferme et pour l'envoyer à employer plus et faire travailler les gens? Ça, c'est des questions essentielles et je pense que le ministère devrait aussi répondre à ces questions-là. Parce que pourquoi on les ferme? Est-ce qu'on ne peut pas les accompagner à mieux s'installer? Voilà, c'est des questions essentielles. Moi, je dis, on a le bâton facile, mais on n'a pas les mesures correctives en vue. Et moi, j'interpelle le ministère sur ces questions-là. Il faut plutôt chercher à créer de l'emploi, parce que c'est un secteur employable. Il faut créer de l'emploi, accompagner ces acteurs-là pour qu'ils soient mieux structurés et mieux employés. Bien, merci, et mieux merci à vous, Michel Betta, Dr Daouda Ouattara, Arsène Anoma et Cédric Koné. Dans cette émission, nous avions parlé dans la première partie des élections inclusives en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il faut lever les obstacles juridiques ou préserver l'ordre républicain? Et puis, dans la seconde partie, il était question de Génération et Peuple solidaire de Guillaume Soro qui dit être en phase avec Trop c'est trop du président Laurent Gbagbo. Merci d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre-deux News. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Et vous qui suivez cette émission sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas de la partager afin de participer à la construction d'une vraie démocratie dans notre nation. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.